Deux images de ce 14 juillet 95 en France. Tout d'abord, le traditionnel défilé présidé pour la première fois par Jacques Chirac. 4000 militaires à pied, 364 engins motorisés, 175 avions et hélicoptères dans un beau ciel bleu. Nous reviendrons bien sûr dans le journal sur cette parade militaire et sur la réception à l'Elysée où 4000 jeunes étaient les invités d'honneur du président et bien sûr sur les déclarations de Jacques Chirac lors de sa conférence de presse, notamment sur la Bosnie. Autre image symbole, celle de Laurent Jalabert, qui a allumé un superbe feu d'artifice, vainqueur à Mende. Il a en effet repris 5 minutes et 41 secondes à Migaline du Rennes et il est désormais 3e au classement général, derrière son coéquipier, le Suisse Alex Zoule. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais tout de suite, bien évidemment, le point sur l'évolution de plus en plus dramatique en Bosnie. Face à la passivité de la communauté internationale, les Serbes de Bosnie semblent bien décidés à pousser leur avantage. Ils ont lancé un ultimatum aux autorités des enclaves musulmanes de Zepa et de Gorađe. Nous y reviendrons dans un instant. Après la chute de Srebrenica, on a de plus en plus d'inquiétudes sur le sort d'un certain nombre de prisonniers musulmans, alors qu'environ 30 000 réfugiés musulmans sont massés à Tuzla, où les responsables de l'ONU parlent de désastre humanitaire. Tout de suite le point avec Isabelle Bechler. La lutte pour la vie, au cœur de l'Europe. Se battre pour une miche de pain ou quelques tomates. Nous ne sommes qu'à 2 heures d'avion de Paris. Voici la première solidarité des boulangers bosniaques pour les 20 000, 30 000 civils peut-être que les Serbes ont forcés hors de Srebrenica depuis 3 jours. 1000 musulmans qui croyaient vivre dans une enclave protégée par les casques bleus des Nations Unies. 30 000 qui ont tout laissé derrière eux. Les baluchons des réfugiés rwandais font figure de luxe à côté de ce dénuement de la population de Srebrenica. Et il fait si chaud, et l'ombre est si rare. Un abri et on pourrait éviter la déshydratation des enfants. Mais comment soigner les malaises quand les humanitaires ne sont pas encore arrivés? De trop rares camions-citernes distribuent de l'eau à peine potable. Et l'hygiène terrible de ce camp improvisé laisse présager une épidémie de dysenterie. Les plus chanceux des exilés de Srebrenica, ceux qui ont de la famille à Tuzla, essaient de rejoindre la ville. Des camionnettes à bétail font une navette incessante. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon frère? Les Serbes l'ont emmené, il avait seulement 17 ans. Où est-ce qu'il est passé? Rendez-le-moi. Les femmes sont effectivement la majorité des adultes. Il y a 2% d'hommes seulement et 70% d'enfants. Voilà le résultat de cette épuration ethnique pratiquée par les Serbes dans la population de Srebrenica, sous le regard impuissant des casques bleus. Avec la complicité des casques bleus, disent ces femmes qui invectivent ces soldats de la provocation. Fils de pute, toi ton fils ne mourra jamais, moi les 2 miens sont en train de crever là-bas. Crever. À l'appel d'un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme, plusieurs manifestations étaient organisées aujourd'hui en France pour protester contre la poursuite de la politique de purification ethnique par les miliciens serbes de Bosnie. Rassemblement notamment cet après-midi à Paris devant le mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise. Sitting également de protestation à Avignon qui a rassemblé quelques 300 artistes, créateurs, comédiens ou encore danseurs devant l'ancien Palais des Papes. Je vous le disais, les prochaines stations du chemin de croix des Bosniaques musulmans s'appellent Zepa et Gorađe, 2 enclaves en principe protégées par l'ONU. La situation semble ce soir particulièrement critique à Zepa, dans l'est de la Bosnie. Stéphane Magnier. Les Serbes de Bosnie ont dit qu'ils attaqueraient à 14 heures. Ils ont été ponctuels. Et les images de ce bombardement ressemblent certainement à celles-ci, prises il y a 5 jours par les Serbes lors de l'offensive contre Srebrenica. C'est d'ailleurs exactement la même méthode qui est utilisée. Pilonnage d'artillerie d'abord, progression des blindés ensuite. Contre la plus petite des 3 enclaves, située à une trentaine de kilomètres au sud de Srebrenica. Là aussi, l'offensive se fait par le sud. Là encore, les casques bleus ne sont pas épargnés. Ils ont été dépassés par la ligne de front. L'un d'entre eux aurait été blessé. Seule différence, à Jepa, ce sont des Ukrainiens. Les chances de résister à Jepa sont quasi nulles. La zone a été démilitarisée il y a 2 ans. Jepa tombera sous peu, jetant 15 000 réfugiés de plus sur les routes. Ce sera ensuite sans doute le tour de la 3e et dernière enclave, Gorađe, où les musulmans ont voulu reprendre leurs armes lourdes pour se défendre. Les casques bleus les en ont empêchés. Trop, c'est en substance ce qu'a expliqué Jacques Chirac tout à l'heure à la télévision en direct de l'Elysée.
Le président français voudrait empêcher la barbarie serbe, pour reprendre ses propres termes, de récidiver dans d'autres enclaves protégées en principe par l'ONU. Et il a exhorté les alliés à lancer des opérations militaires préventives, n'hésitant pas à comparer la démission des Occidentaux à l'esprit de Munich avant-guerre. Seuls, nous ne pouvons pas agir. D'abord, nous n'avons pas le mandat pour le faire, et nous n'avons pas non plus les moyens de le faire. Alors il va falloir voir ce qui se passe. Aujourd'hui, j'en appelle à toutes les démocraties, nous sommes dans une situation qui ressemble un peu, proportion gardée, aux entretiens qu'avaient Chamberlain et Daladier. Et j'appelle toujours les grandes démocraties occidentales à se ressaisir et à imposer le respect des droits de l'homme et du droit international. Alors, s'il est impossible ou si personne ne veut s'engager pour reprendre la zone de sécurité de Srebrenica, à tout le moins, doit-on garantir, d'une part, la zone de Goražde, où se trouvent d'ailleurs des casques bleus britanniques, mais en se défendant réellement. Si c'est pour faire comme à Srebrenica, c'est-à-dire partir dès que les premiers Serbes arrivent, alors il est inutile de prétendre faire un effort. Et deuxièmement, de faire en sorte que Sarajevo soit réellement protégé et par voie de conséquence que l'accès à Sarajevo soit garanti. À tout le moins que l'on fasse cela. C'est la dernière proposition dont, conforme à l'honneur et aux principes, aux valeurs de nos pays, que je fais. Bien entendu, si nous ne voulons strictement rien faire, alors on ne voit pas très bien pourquoi les forces de l'ONU, par leur présence, seraient en quelque sorte complices de cette barbarie, complices de ces pratiques d'épuration ethnique, et leur présence, à mon avis, serait à ce moment-là en cause. Vous venez de l'entendre, Jacques Chirac propose notamment que les casques bleus sécurisent réellement l'accès à Sarajevo par la piste du mont Igman. Est-ce faisable et à quel prix? Réponse avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabine, Roger Motte et Jean-Paul Forêt. Comme dans tous les postes de l'ONU en Bosnie, on creuse, on construit, on renforce les abris et les défenses en prévision de jours encore plus durs. Ce poste-là est l'un des plus exposés parce qu'il commande l'entrée de la piste du mont Igman. 210 de 21. À 210, observation 100%, véhicule descendant. Le véhicule est passé dans la fenêtre de tir, qui est fréquemment utilisée pour tirer par les Serbes, pour tirer sur les convois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos troupes sont engagées, eh bien on assure la protection rapprochée par la riposte qui peut être un tir d'intimidation, de façon à faire cesser le feu, et deux, un tir pour faire cesser le feu, mais de façon plus directe dans les bâtiments. Les Serbes savent que vous êtes en position de tir? Les Serbes le savent puisqu'ils ont déjà goûté à cette riposte. La mission principale de ce poste, c'est de repérer le plus précisément possible les canons qui tirent jour et nuit sur la piste. Alors à mon avis, il y aurait deux possibilités. C'est soit ce groupe de maisons là, en bas, soit parfois ils ont tiré de... Donc ils prennent un parti de là, voilà, sur la piste. Ouais. Ah oui, on a eu un blessé hein, ici, là, il y a 3 jours. Très bien. Les ripostes se font avec des mortiers lourds et des chars Saguet. Ce ne sont pas les armes qui limitent l'action des soldats, mais le mandat de l'ONU. Je ne peux pas tirer ou répondre comme un militaire dans la mesure où je remplis une mission d'interposition, où je suis sous le casque bleu. Si vous étiez un simple militaire, il y a longtemps qu'il serait détruit. Il y a longtemps que l'objectif serait traité, certainement. Et là, vous ne pouvez pas le faire. Je ne peux pas le faire, par contre, je peux faire taire le canon. Taire le canon en utilisant le canon. Alors, sécuriser la piste du mont Igman par la force? C'est concevable, c'est concevable. Il faudrait combien de temps? J'en sais absolument rien. Il y aurait beaucoup de soldats français en danger? Ben forcément, quand on applique des feux, il faut s'attendre à avoir le retour de la chose. Mais ça fait partie du boulot. En attendant, on se jouera tous les jours le salaire de la peur, juste après le virage.
Symbole de l'impuissance de la communauté internationale, comme l'on dit, face au coup de force des Serbes, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré aujourd'hui qu'il renonçait à prendre toute décision dans l'immédiat. À Washington, selon le porte-parole de la Maison-Blanche, la situation désespérée en Bosnie requiert, je cite également, un jugement rapide. Jacques Chirac devait avoir cet après-midi un nouveau contact téléphonique avec Bill Clinton ainsi qu'avec le Premier ministre britannique John Major. À Paris, on compte beaucoup sur la solidarité des Anglais en pointe dans la mise en place de la force de réaction rapide en Bosnie et qui ont 400 casques bleus à Gorace. Commentaire de notre correspondant à Londres, Bernard Lebrun. Quand la télévision britannique évoque la force de réaction rapide, voici sa séquence préférée des soldats français à l'entraînement. En clair, dit la tortue, la FRR pense à nous comme mascotte. Rapide la réaction quand il s'agit de fuir Srebrenica. La presse anglaise a souligné le divorce entre la France et la Grande-Bretagne quant à la proposition du président Chirac qui cherche, écrit le Times, à redorer son blason à cause des essais nucléaires. Sans le nommer, au Parlement, le ministre des Affaires étrangères a eu hier des mots très durs à son adresse. L'une des grandes erreurs de ces 3 dernières années a été, à la fois pour les Nations Unies, pour l'OTAN et pour certains gouvernements, d'avoir recours à une rhétorique qui implique des moyens qui n'ont jamais été fournis. Au même moment, dans la Chambre des Lords voisine, la baronne Thatcher, pourtant membre du même parti conservateur, a plutôt donné raison à Jacques Chirac. Nous avons besoin d'actions dures, calmement calculées et efficaces. Pilier de la force de réaction rapide, l'alliance franco-britannique est-elle mortenée? Et par là même, cette force multinationale qui pour l'instant n'existe que dans les discours? Peut-être pas. Ce matin même, de nouvelles troupes britanniques sont arrivées à Split. Reste à savoir pourquoi faire. Cette nuit, John Major s'y est engagé. Ce n'est pas pour un retrait, pour l'instant. En coulisses, les Occidentaux multiplient donc les consultations tous azimuts pour tenter de déterminer une réaction commune. Alors Philippe Arvoire, question, quelles sont les options en présence? Vous savez, Jacques Chirac a eu des mots très durs pour qualifier la démission des Occidentaux en Bosnie. Il a fait allusion aux accords de Munich avec Daladier et Chamberlain, on l'a entendu, qui restent dans les mémoires comme le symbole de la capitulation de la France et de la Grande-Bretagne devant les exigences de Hitler en 1938. Aujourd'hui, il s'agit de ne pas capituler devant les Serbes qui bafouent constamment l'ONU. Alors ne pas capituler, c'est au moins défendre dans l'immédiat Goražde, autre zone de sécurité tenue par des casques bleus britanniques, on l'a vu. Le sursaut, l'action ferme et limitée dont parle M. Chirac, consisterait à envoyer notre force de réaction rapide défendre Goražde avec les Britanniques, à condition que Londres n'ait pas déjà dans l'idée de quitter l'enclave, comme l'ont fait les Néerlandais à Srebrenica. Et puis, il y a encore d'autres enclaves qui doivent être protégées, dont Sarajevo, où il s'agit de tout mettre en œuvre pour acheminer l'aide humanitaire. Des options minimales qui n'effacent pas l'humiliation de l'ONU à Srebrenica et à Zepa sans doute, mais qui démontreraient qu'il y a encore un reliquat de dignité. Mais ce soir, après le coup de téléphone de Jacques Chirac à John Major, on peut dire encore que la France reste seule sur sa position de fermeté. Le ministre de la Défense, Charles Millon, était attendu en fin d'après-midi en Bosnie pour rendre visite aux troupes françaises de la force de réaction rapide qui ont célébré aujourd'hui à leur manière le 14 juillet, vous en doutez bien, dans une atmosphère très particulière. Reportage Olivier Lerner, Laurent Amida. Ils se rappelleront longtemps de ce 14 juillet, pas tout à fait comme les autres, loin de leur famille, loin du front aussi. La force de réaction rapide est restée figée sur sa montagne bosniaque, malgré toutes les horreurs constatées à Srebrenica. Et c'est ce qui a donné ce côté surréaliste au défilé des véhicules blindés. Une force qui parade, alors qu'un peu plus loin, elle serait tellement plus utile. Un beau défilé, de beaux discours, la tradition a été respectée. Dans le genre, tout était parfait. Je salue avec respect et émotion la mémoire de nos 42 camarades français morts sur cette terre pour y ramener la paix. Charles Millon, le ministre de la Défense, est attendu ici dans la soirée. Pour lui, rien que pour lui, ces 1500 hommes défileront une deuxième fois aujourd'hui. En attendant les ordres qui tardent à venir, la force de réaction rapide s'occupe comme elle peut et reçoit beaucoup. Hier soir, le représentant de Boutros-Ghali était là, il n'a pas caché son inquiétude. Il nous faut travailler tous ensemble, les peacekeepers, les gens de maintien de la paix et les médiateurs. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Les légionnaires n'y sont pour rien, mais en restant paralysés,
la force de réaction rapide a perdu une bonne partie de sa crédibilité. Lors de son point de presse à l'Élysée, Jacques Chirac a également bien évidemment parlé de politique française. Le président a assuré qu'il tiendrait ses engagements électoraux pour lutter contre la fracture sociale et il a annoncé un train de réformes sociales importantes pour la rentrée, tout en égratignant au passage le manque de civisme de certains chefs d'entreprise. Le changement, c'est une affaire d'état d'esprit et c'est une action de moyen et de long terme. Ce n'est pas une improvisation. Je n'ai jamais parlé dans ma campagne de révolution. J'ai dit qu'il fallait une évolution des mentalités. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout disposé à me laisser impressionner par une espèce de conformisme ambiant qui, depuis, me semble-t-il, trop longtemps, paralyse un peu notre pays. Et j'ai le sentiment d'avoir été entendu et compris par les ministres. Vous verrez dans les mois qui viennent si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison. Je reconnais bien volontiers qu'il y a une espèce de réaction spontanée chez beaucoup, chez tous heureusement, j'ai même observé que ça avait tendance à diminuer, mais chez beaucoup de grands patrons français, à la moindre difficulté, à immédiatement présenter un plan social, c'est-à-dire à licencier. Ça, ce sont des comportements inadmissibles, et là je le reconnais bien volontiers, archaïques. Et le licenciement devant être considéré comme véritablement le geste ultime, mais quand tout a été essayé. Et là, il y a une révolution culturelle, comme disait Mme Pierre-Poncelette, à obtenir dans l'ensemble des responsables du patronat français. C'est ce qu'on appelle l'entreprise citoyenne, et j'ai été heureux de voir que, de ce point de vue, tout de même, les choses progressaient, me semble-t-il, un peu. Arlette Chabot, c'était le 1er 14 juillet pour Jacques Chirac en tant que président. Alors que retenir de cet exercice toujours un petit peu délicat? Écoutez, on retiendra, je crois, d'abord la volonté d'affirmer un style nouveau. Alors le style Chirac, sur le fond, c'est la présentation nette des choix, des orientations, des objectifs de la France, et cela en dépit des réticences, des oppositions et donc des risques encourus. Sur la forme, c'est l'utilisation d'un langage clair, parfois même un peu brutal. C'est vrai notamment en politique étrangère avec la Bosnie ou la décision de reprise des essais nucléaires. Et certains diplomates partenaires de la France en ont déjà fait les frais. Ensuite, il y a la volonté de souligner l'installation de Jacques Chirac dans la fonction présidentielle. Là, c'est une démonstration faite en 3 points. D'abord, la détermination rappelée par le chef de l'État à tenir les engagements de sa campagne. Cela passe par la répétition des thèmes et des formules comme la fracture sociale, l'admonestation faite aux chefs d'entreprise, on vient de l'entendre, et la condamnation aussi du scepticisme et du conformisme ambiant. Ensuite, il y a l'approbation, le soutien aux mesures déjà prises par le gouvernement contre le chômage et la réduction des déficits, par exemple. Un encouragement aussi à faire plus. Mais, et c'est le 3e élément, cet appui sans ambiguïté est aussi teinté non pas de distance, mais d'une prise de hauteur. Certains ministres auraient sans doute préféré que le président exprime un peu plus de chaleur personnelle à leur égard. C'est peut-être le cas d'Alain Juppé ce soir. Jacques Chirac, même s'il le soutient, on va l'entendre tout à l'heure sur l'affaire des HLM. Jacques Chirac avait dit pendant sa campagne, le président préside et le gouvernement gouverne. Eh bien, on y est. Jacques Chirac est solidaire, il fixe le cadre, mais c'est au Premier ministre de faire et d'obtenir des résultats. Vous venez d'y faire allusion, Jacques Chirac a été interrogé sur la polémique née autour du logement d'Alain Juppé et de sa famille par la ville de Paris. Je vous propose d'entendre le commentaire de Jacques Chirac qui était, il y a encore 2 mois, maire de Paris. J'ai été profondément choqué. Choqué par l'exploitation d'un fait qui ne me paraissait nullement pouvoir être contesté. Voilà quelqu'un qui paye 15 000 francs de loyer par mois. Vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de gens en France qui ont des logements de fonction et qui rendent infiniment moins de services à la collectivité que ne pouvait en rendre l'adjoint aux finances de la ville de Paris et quelques autres. Alors je trouve que il y a là, enfin, je veux dire, on ne se hausse pas en développant ce type d'argument. Il faut vraiment ne pas en avoir d'autres pour développer cela. Jacques Chirac a bien évidemment été interrogé par les journalistes à l'Élysée sur sa décision de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique. L'occasion pour le chef de l'État d'expliquer cette décision et de rappeler qu'elle était irrévocable. Apparemment, Jacques Chirac n'a pas convaincu les dirigeants de Greenpeace qui ont officiellement sollicité une audience à l'Élysée
en demandant au président français, je cite, d'écouter la clameur qui se fait entendre dans le monde. Avec Hervé Brugini, récit d'un 14 juillet antinucléaire à travers la planète. Certains invités n'étaient pas prévus à la garden party de l'ambassade de France. Ici à Londres, le savoir-faire médiatique de Greenpeace s'est surpassé. Le non aux essais nucléaires a bousculé cocktails et petits fours aux grandes dames de ceux qui avaient vraiment reçu un carton d'invitation. À Vienne, ils ont voulu prendre l'ambassade de France toujours comme on prend un atoll. Feu d'artifice protestataire à Bonn, en ce 14 juillet, les représentations diplomatiques françaises n'étaient décidément pas à la fête. Mobilisation des Verts allemands et même du Parlement qui là-bas a condamné la décision de Paris. Manifestations et pétitions ont également fleuri à Rome, Madrid et Athènes. Mais le plus grand nombre était aux antipodes. À Sydney, par milliers, ils ont défilé contre le nucléaire Made in France, avec Rockstar en grand prêtre de la contestation. Boycott des produits gaulois et refus de carburant ou de nettoyage pour les avions d'Air France. Un élan si vigoureux qu'il se trompait de cible. Ce n'était pas le drapeau français qu'il brûlait, mais l'étendard hollandais. En revanche, à Wellington, c'est bien face à la résidence de l'ambassadeur de France que du fumier a été déversé. Et l'on vit le corps diplomatique français rejoindre sous escorte ses appartements. À l'heure où la France prône donc la fermeté en Bosnie, Jacques Chirac a présidé son premier défilé sur les Champs-Élysées. 4000 militaires à pied, 364 engins motorisés, 175 avions et hélicoptères, des chevaux, des chiens et un François Cornet. 14 juillet 95, une première pour Jacques Chirac où même le soleil était de la fête. Un défilé comme Paris n'en avait jamais vu, avec une parade aérienne de 175 avions ou hélicoptères. Les troupes à pied étaient représentées par plus de 4000 hommes et femmes des trois armes. En vedette ce matin sur les Champs-Élysées, après les grandes écoles, les unités françaises participant aux missions de la Force-Pronu dans l'ex-Yougoslavie. À l'honneur également et pour la première fois, les chiens et leurs maîtres de la sécurité civile qui sont intervenus notamment sur le tremblement de terre de Kobe au Japon. Une autre première en ce 14 juillet, le nouvel avion de transport de l'armée de l'air française, Airbus. Fidèle à sa tradition et à sa musique, la Légion étrangère, représentée par le 2e REP, légendaire depuis son intervention à Kolwezi, est présent lui aussi aujourd'hui en Bosnie. Les hélicoptères de combat et de transport au-dessus de l'Arc de Triomphe survolant les troupes motorisées, près de 400 blindés. Enfin, les célèbres pompiers de Paris pour clôturer comme à l'accoutumée ce défilé. Un véhicule plus classique pour raccompagner le chef de l'État à l'Élysée, sa CX, entrée un soir de juin dernier dans la légende. Et du jamais vu à la télévision, la cour du palais présidentiel, vue du ciel. Innovation républicaine avec l'invitation au défilé, puis à la traditionnelle réception à l'Élysée de 4000 jeunes qui ont eu le redoutable honneur de fouler la pelouse du palais présidentiel. 24 d'entre eux étant invités à partager la table du président. Reportage Jay Wittenberg. Il y a les bains de foule, on savait qu'il les aimait. Il y a maintenant les réceptions de Jacques Chirac à l'Élysée. Du jamais vu sur ces augustes pelouses, un président littéralement englouti dans une déferlante. On joue des coudes pour l'approcher, euphorique. Jacques Chirac s'avoue. Autographe, poignée de main, le périple durera 3 quarts d'heure, consacré à eux, venus de toutes les régions de métropole et d'outre-mer. C'est la fête des jeunes, alors c'est à eux de l'approcher. Chirac, vous l'avez vu, vous l'avez touché? Oui. Et alors, vous faites l'impression? Ah, c'est géant, c'est super. Et ça fera plus voilà la vie, c'est pour ça que c'est bien. Oui, décidément, l'ambiance était inattendue à l'Élysée aujourd'hui. Parfois, subsistaient quand même les traces des garden party à l'ancienne, petits fours, champagne, ministres et conseillers qui se croisent.
Mais ce 14 juillet, son premier 14 juillet, Jacques Chirac le voulait différent, conforme à son style qui oublie les distances, la rigueur du service d'ordre, souvent débordé cet après-midi sous la chaleur. Pour le folklore et pour l'album photo de l'Élysée, le président a joué le jeu jusqu'au bout. La fête venait à peine de se terminer côté jardin, qu'elle a repris côté couple. C'était réellement une journée particulière pour bon nombre de ces 4000 jeunes qui n'avaient pour certains jamais mis les pieds à Paris. Reportage Valérie Gastruc, Gérard Derlet. Petit matin d'un grand jour. Il est 7 heures, les jeunes venus de province foulent le sol parisien et déjà quelques soucis d'organisation. Donc tout le monde vérifie sa carte d'identité. Il y en avait qui l'avaient oublié parce qu'on ne revient pas avec le bus. Pas facile de gérer un 14 juillet pour 4000 jeunes, d'autant que le programme est chargé. Après un petit déjeuner sur le pouce, rendez-vous dans les tribunes pour le défilé militaire. Regarde les chevaux, les carrés là. Ah là, c'est superbe. C'est Jacques Chirac. Là. Ouais. Il a maigri. Ah, il a maigri. Mais le point d'orgue, c'est la Garden Party. Sur les pelouses de l'Élysée, un condensé de la jeune génération française. Les préfets avaient été mis à contribution, quartier défavorisé, territoire d'outre-mer, personne n'a été oublié et tout le monde avait son mot à dire à Jacques Chirac. Je lui demanderai s'il compte vraiment changer. On va lui passer des couronnes au cou, et puis pour lui remercier aussi d'avoir pensé à nous. D'abord, on va demander pour faire une photo avec. On ne sait pas s'il aura vraiment le temps. Puis, on verra, on improvisera. Ceux-là n'auront certainement pas improvisé pendant le déjeuner avec le président, mais il n'était qu'une poignée. Les autres n'auront pu que l'approcher. J'ai essayé de m'incruster, j'ai un peu forcé, puis j'ai réussi à l'atteindre pour lui serrer la main et pour prendre 2 photos de face. Et on a parlé de choses qui n'étaient pas prévues et c'était très enrichissant. Et ceux qui n'ont pu parler à Jacques Chirac ne partiront pas déçus pour autant, car beaucoup d'amitiés se sont nouées à la Garden Party. C'est vous qui écrivez en premier et après nous on vous répond. 14 juillet très particulier et sous haute tension à Toulon. Toulon écartelé entre un défilé présidé par le nouveau maire Front National qui avait invité Jean-Marie Le Pen et en fin d'après-midi une grande fête anti-Front National organisée à la Seine-sur-Mer tout près par des artistes et des intellectuels. Reportage Michael Darmon, Jean-Michel Mire. Il remonte le premier la rue de Strasbourg, les Champs-Élysées de Toulon. Jean-Marie Le Pen salue Jean-Marie Le Chevalier, le maire de la ville. Le défilé peut commencer. Et c'est le moment choisi par quelques élus pour le premier geste symbolique de la journée. Ils quittent la tribune officielle. Il nous est impossible d'être à la tribune avec Jean-Marie Le Pen. C'est une décision qui a été prise sans réflexion parce que c'est instinctif et tous les élus républicains dignes de ce nom ne devraient pas être à cette tribune. Partisans et adversaires du Front National face à face, c'est l'image du 14 juillet à Toulon. Dans le public nombreux, les groupes sont marqués. D'un côté, on décrète la démocratie en deuil. De l'autre, on réclame la France aux Français. Le maire Front National, lui, constate que le peuple s'exprime. Écoutez, je n'ai jamais vu autant de monde à Toulon. C'est merveilleux. Hein, c'est un réveil du patriotisme. Satisfait également l'invité vedette, satisfait d'avoir choisi le 14 juillet pour fêter entre amis la prise de Toulon. Et il y a eu une petite manifestation, je la trouve déplacée parce que le 14 juillet c'est la fête nationale, c'est la fête de tous les Français, c'est une fête de la concorde et non pas l'exposition de nos divergences et de nos différences. À cette heure-là, il n'y a plus de programme officiel. Dans une cité de la ville, les contre-manifestants continuent. Le plat de résistance au Front National est un méchoui républicain. Ici, un seul mot d'ordre, s'organiser et réagir. Il y a le symbole, il y a aussi une efficacité, me semble-t-il, qui est peut-être ponctuelle, mais qu'il va falloir reproduire très souvent. Une journée de symbole qui se termine par un grand concert à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. MC Solar et beaucoup d'autres toute la nuit. Ce soir, la résistance organisée contre le racisme veut retrouver ses beaux jours et reprendre le terrain laissé au Front National. En cette journée du 14 juillet et 12e étape du Tour de France, Laurent Jalabert a allumé un superbe feu d'artifice, vainqueur à Mende. Il a en effet repris 5 minutes et 41 secondes à Miguel Indurain et il est désormais 3e au classement général, derrière son coéquipier, le Suisse Alex Zoule. Récit épique, Thierry Clopot.
95, l'année de toutes les victoires pour Jalabert. Après les classiques de début de saison, cet après-midi en Lozère, c'était le nouveau coup de Jaja. Une échappée de 198 km, une arrivée en solitaire comme un avion sur l'aérodrome de Mende et papa Jalabert, fier de son fils, un 14 juillet en bleu, blanc, rouge. Il fallait quand même attendre qu'il soit sur le plateau du Corse, mais enfin, c'est formidable. Jalabert échappé depuis le kilomètre 24 avec 5 autres compagnons, dont 2 de ses coéquipiers de Chaounce. Les fuyards compteront jusqu'à 11 minutes d'avance. Mais à 5 km de l'arrivée, l'enfant de Mazamet place une accélération dont il a le secret. Jalabert a retrouvé ses ailes de début de saison. Derrière, en tête du peloton, on s'inquiète. Tous les ténors, Zoule le Suisse, Rich, Indurain, Pantani l'Italien sortent enfin de leur réserve, mais c'est trop tard. Malgré la pente sévère, par endroit 12% de déclinaison, Jalabert, qui nous confiait ce matin qu'il allait tenter un grand coup, file vers sa première victoire d'étape dans ce Tour 95. Sur ce coup national-là, le Français reprend 5,41 à Indurain et Zoule, et ça se fête. Vous vous en doutez bien, Laurent Jalabert est bien content d'avoir gagné et compte faire mieux la prochaine fois. 198 km d'échappée, c'est pas une manœuvre suicidaire, ça n'a pas peur de se griller. Bon, de toute façon, ouais, dans 10 jours, le tour il est fini, donc si je ne sais pas aujourd'hui, c'est pas les Pyrénées que je vais pouvoir larguer tout le monde. Donc, pour moi, l'important, c'était d'essayer de gagner une étape, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour essayer d'attaquer. Alors après Paris-Nice, Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, le Tour de Catalogne, c'est la grande année de Laurent Jalabert. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier chez vous? Je marche un petit peu mieux, et quand je sens que je suis bien, j'ai une mentalité plus agressive que par le passé. Ça me permet d'obtenir de grandes victoires. Demain, on va passer pas très loin de Vauteurs, à Mazamet, il y aura beaucoup de public. Je crois que ça va être une grande journée, mais bon, je ne sais pas si je vais vraiment voir la différence entre hier et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'étais vraiment soutenu par tout le public, et ça, c'est formidable. Je savais que j'allais être porté jusqu'au bout. Bon, demain, j'arrive sur mes terres, carrément, donc c'est une belle journée aussi. Hier, toute la France est abandonnée sous les flonflons des petits bals musettes. Toute la France, ou presque, en effet privée de flonflons, les routiers bloqués sur les aires d'autoroute en raison de la réglementation qui leur interdit de rouler les veilles de fête et les jours de fête. Du côté de Beaune, Valérie Hermite et Dominique Bonnet ont partagé le blues des camionneurs. Entre ceux qui ont dépassé leur quota d'heure et ceux qui n'ont pas le droit de rouler, 14 juillet oblige, le refuge sur l'autoroute A6 s'appelle le Truck Store Café. Ici, sur un gigantesque parking, se retrouvent les routiers de toute l'Europe. Les clans se forment, les nationalités se regroupent, les solitaires aussi prennent leur marque. Je vais prendre un café, regarder un peu la télé et puis dormir. À cause de la fête nationale, on ne peut pas rouler. Bien sûr que c'est un problème. On est là jusqu'à demain soir. Moi, j'ai pas d'argent pour dormir à l'hôtel. Alors c'est l'Aventura. L'Aventura, c'est ici qu'elle se passe. Le Truck Store Café, un univers clos, un univers d'hommes, un univers de routiers, touristes. Il est préférable de passer son chemin. Là, on se raconte la route. Ici, le dernier PV, le prochain chargement. On parle des femmes et des enfants. Je vais vous demander, le 14 juillet, c'est quoi pour vous? C'est-à-dire? C'est un jour comme un autre, on va attendre que ça soit fini, quoi. Puis c'est tout. À la nuit noire, des ombres regagnent leur camion. Les mêmes scènes se répètent, les rideaux se tirent. Raymond, en 32 ans de carrière, a passé plus de la moitié de ses 14 juillet dans son camion. C'était un jour pas tout à fait comme les autres non plus, chez les routiers. Il y a 25 ans, le 14 juillet 1970, Luis Mariano Eusebio Garcia mourait des suites d'une hépatite virale à l'âge de 56 ans. Depuis un quart de siècle, ses admirateurs et surtout ses admiratrices inconsolables continuent à fleurir sa tombe à Arcang, au Pays Basque. Reportage de Nicolas Vinclair, Philippe Luzzi. Oh signol de mes amours,
Quand au chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra de naître. Je m'excuse, mais je suis fort émue. Autour de cette tombe, des moments comme celui-là arrivent presque tous les jours. C'est ici, dans le petit cimetière basque d'Arcang, qu'est enterré Luis Mariano, le roi de l'opérette. J'aimais bien, oui. Vous l'aimiez bien ou un peu plus? Ah ben un peu plus, oui. Comme beaucoup de femmes. Ah, oui. Combien d'entre vous se sont rencontrés sur des musiques de Luis Mariano? Oh là là. Oh là là, suffisamment pour assurer la descendance. 3. Mexico, Mexico. Et c'est vrai qu'elles étaient ardentes. Il était l'incarnation à la fois de l'amant idéal et de la joie de vivre. 25 années de triomphe depuis ce Noël 45 où Paris entendit. La belle de Cadiz ne veut pas de l'amant. Chica, chica, chic, aïe, 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 chica, chica, chic, aïe, 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 chica, chica, chic, aïe, 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 ne veut pas de l'amant. La belle de Cadiz a des yeux langoureux. À sa mort en 70, le ténor basque avait conquis la planète. Aux États-Unis, au Mexique, on venait l'écouter dans des concerts qui réunissaient des centaines de milliers de personnes. Le joli cœur était devenu une superstar. Pachi Lacan était à la fois son chauffeur, son éternel compagnon de route et son confident. Il habite aujourd'hui la maison d'Arcang, son dernier havre de paix. Le public lui est resté fidèle, lui même très fidèle. Je suis même étonné quand même, 25 ans après sa mort, qu'il y a autant de monde qui viennent chaque année. Hein. Et puis cette année, rien que pour l'anniversaire, ils ont sorti un remix avec de la musique boom boom. Apparemment s'appelait Ouais 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 Super Super. Mais la musique de Mariano battra certainement plus longtemps dans les chœurs que dans les boîtes de nuit. C'était, paraît-il, le bon vieux temps. Alors ça vaut bien une bonne grosse larme. Le soir, Rossignol de mes amours. L'occasion de vous signaler l'apparition de cette cassette qui s'arrache actuellement au Pays Basque et ailleurs, la cassette d'or qui retrace la carrière de Luis Mariano et qui réunit tous ses plus grands succès. Dernier journal, Florence Daucher, vers minuit 20. Florence qui reviendra bien sûr sur l'évolution de la situation en Bosnie avec une toute dernière information, apparemment un sérieux accrochage du côté du Mont Udman. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct de Sarajevo Gilles Rabin. Gilles. Oui, bien écoutez Bruno, à l'instant, il y a quelques minutes, les Français ont lancé 40 obus sur des canons qui bombardent en permanence la piste d'Igban. Vous savez, la seule piste qui permette d'approvisionner Sarajevo, aussi bien pour les Bosniaques que pour les convois de l'ONU. Alors, un petit peu d'explication pour comprendre. Depuis 4 semaines que nous sommes là, c'est la 3e fois que des tirs français essaient de faire taire ces canons. Les premières fois, c'était des tirs d'intimidation, puis après des tirs à 100 mètres, à 40 mètres et une fois à 20 mètres. Cette fois-ci, 40 obus, c'est 2 fois plus que ce qui est nécessaire pour faire ce que, comme l'appellent les militaires, traiter l'objectif, c'est-à-dire le détruire. Il faut 24 coups pour détruire un objectif avec un obusier. Les Français en ont lancé 40. C'est très significatif et d'après le colonel Michel qui commande le bataillon qui a organisé cette riposte, l'objectif est complètement traité. Merci Gilles, nous viendrons bien sûr. C'est-à-dire que les canons ne tirent plus. Nous reviendrons sur l'évolution de la situation en Bosnie dans nos prochaines éditions. Bonne fête aux Camilles. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet avec le retour de la pluie par l'ouest. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Excellente soirée, bon bal.